Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous et bienvenue au 7e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft. C'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé des questions fixes, mais les sujets sont bien sûr grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte encore une fois, Necro, et aujourd'hui, j'ai avec moi un membre relativement nouveau dans la communauté StarCraft. Pas à StarCraft lui-même parce que c'est un Grandmaster Terran, mais plus par rapport aux événements. Justement, il a fini deuxième à la dernière QSL et est passé à travers Data Miner et Sac de fromage pour y parvenir, qui sont en passant deux de nos meilleurs joueurs de Montréal. Je vous présente Effecto. Comment ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va super bien. Alors, Donc, t'as dit Grandmaster? Pas encore. Hein. J'étais Grandmaster. moi, je me suis dit dans le fond que en ce moment, je pense de ce que tu m'avais dit à la dernière QSL, c'est que tu étais probablement juste un petit peu rouillé, genre, que tu revenais. Alors, je me suis dit, moi, je te regarde jouer, puis je suis comme, ok, ça c'est facilement, il peut aller chercher 5.3, là. Moi, je suis sûr. J'essaye. Hein. Là, je veux dire, t'as battu Sac de fromage qui était 5.2, 5.3 avec son Protoss, donc il a pas joué Zerg contre toi. Son Zerg est comme 4.8, là, mais t'as quand même battu son Protoss. Ça, c'est Grandmaster level quand même. C'était un sacré challenge, surtout qu'il a un style bien particulier. Ouais, c'est sûr. En plus, j'étais vraiment content. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que surtout au début, il t'avait 2-0 la première fois que vous vous êtes rencontrés. Puis j'ai l'impression que tu t'es vraiment super bien adapté. Puis à la fin, je pense que tu as gagné 2-1 la deuxième fois que vous vous êtes rencontrés. C'est ça. Et la première game du deuxième Best of 3, il l'a remporté. Ouais. Donc si tu mets toutes les games bout à bout, j'étais down like 3-0. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il restait longtemps sur des unités gateway. Donc je me suis... tu sais, j'ai pas tech, j'ai fait beaucoup de mass bio avec quelques ghosts et en fait, ça a marché sur les deux dernières games. Ah, ok, c'est vraiment comme ça que tu t'es adapté. Tu t'es dit, il fait pas tant de tech, je suis pas obligé de faire du dommage pendant qu'il tech. J'ai juste à créer genre une grosse boule puis upgrade. Ouais, c'est ça. J'étais pas stressé par les disrupteurs ou pas. Ils jouaient pas War Prism. Et aussi, ils faisaient des BO très agressives à partir du moment où j'ai vu à peu près comment ils chrono-boostaient et tout. J'avais le bunker au bon moment et tout. Ouais. C'est plus aussi quelqu'un qui va aller sur du robot, donc il va probablement commencer avec Immortal puis ses gateways. Puis ensuite, il se transitionne plus vers Colossus. Mais des fois, très étrangement, t'as raison, c'est un style très particulier, mais il fait vraiment beaucoup de Stalker, même jusqu'en late game. T'as juste comme des grosses boules de Stalker Immortal. Je suis pas trop sûr comment dealer avec ça. Ouais. Plusieurs fois, je me suis dit, ouais, je me fais bien votre macro là, mais en fait, c'est parce qu'il avait un peu délaissé la tech pour la masse d'unités. Mais c'est ça ce qui est super beau justement dans les tournois LAN, c'est que tu sais, des fois, ça se peut que tu te fasses avoir dans les tournois, mais plus tu joues des games, plus tu comme comprends comment battre l'autre. Justement, quand j'avais joué contre Data Miner, il m'avait 2-0. Puis ensuite, on a joué un best of 3 après. Puis il a gagné la première game, un petit peu exactement comme toi, puis Sac de fromage. Puis après ça, les deux dernières games, j'ai complètement compris comment il jouait, genre. Puis je l'ai battu 2 games de suite, c'était même pas proche après ça. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que, puis à force du temps, à travers les mois, là, tu commences à avoir des upsets un peu partout, genre, parce qu'on se connaît entre nous. C'est vraiment pas la même chose du ladder. Là, on comprend comment les autres jouent, puis là, on compte, puis là, l'autre te contre, puis là, ça... C'est encore et encore. Tu connais les particularités un peu de chacun. Ouais, exactement. Parce que c'est pas juste du ladder. Du ladder, c'est vraiment tough parce que tout le monde est au hasard quasiment. Mais quand tu commences à comprendre les joueurs avec qui tu joues dans les tournois, ça devient super intéressant à ce moment-là. Comme tu as dit dans l'intro, moi je suis nouveau donc je connais pas un peu les joueurs d'ici, mais ouais, je compte bien faire des events donc je vais apprendre à connaître un peu tout ça. Ouais, en plus des podcasts justement, ça va servir à ça surtout. Donc on va rentrer pas mal. Cool. Moi ça m'aide, tu vois. Ouais, on va rentrer pas mal sur la première question. Donc, en fait, c'est quand la première fois que tu as touché à la série StarCraft, que ce soit StarCraft 1 ou 2, et comment est-ce que tu es arrivé là? StarCraft 2. En fait, j'ai toujours été un gros passionné de jeux de stratégie. Et je pense que StarCraft 2, je connaissais pas StarCraft 1. Ok. Je savais juste que c'était un jeu qui avait beaucoup d'ampleur au niveau e-sport en Corée. Mais le jeu, tu vois, graphiquement, quand je l'ai découvert, ça devait être 2005-2006. Il n'était pas très c'est pas intéressant.
Ouais, moi je venais de Age of Empires, je jouais beaucoup à Dawn of War, un jeu de Warhammer 40 000, je sais Oui, pas si oui, tu oui, connais j'ai déjà cette entendu parler de licence. ça, ouais. Eh ben, ouais, donc je jouais beaucoup à ça et le jeu ouais, StarCraft, j'ai prêté pas beaucoup d'attention. Puis quand le trailer, enfin les premières, je crois qu'ils appelaient ça des battles, report battle. Ils faisaient des vidéos là chez Blizzard, Mhm. des, de matchs qu'ils faisaient en interne de StarCraft, justement pour promouvoir la sortie imminente. Ok, ouais. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ça c'est un super jeu. Dès qu'il sort, ma vie sociale, elle va prendre un coup. Ouais, enfin des graphiques qui ont du sens un peu, là, comparé à Ouais, c'est aux ça. trucs Et à 2D, partir là. du moment où il y a eu les premières vidéos, les premiers contenus StarCraft 2, je me suis dit, ok, je vais commencer à jouer un peu à StarCraft 1, juste pour me Mm. faire la main, comprendre un peu les mécaniques, parce que ça va être en gros les mêmes, le minerai, le gaz, Ouais. les différents fonctionnements Est-ce que des ça t'a unités. aidé finalement ou genre c'est trop différent comme jeu? Ça m'a un peu aidé niveau Ouais. APM, parce que Mm. j'étais pas très rapide à l'époque, je commençais à peine. Sur Mhm. Dawn of War, il y avait déjà tout ce qui était contrôle groupe, micro, des notions de base. Mhm. Mais c'était pas aussi poussé qu'un jeu comme StarCraft. Mhm. Et bon, j'ai pas beaucoup joué, j'ai dû faire 300 ou 400 parties. Je me rappelle à l'époque les classements, je crois que j'ai battu une fois un C-. Ok, ouais. Donc je suis pas allé très loin je connaissais pas la méta, je connaissais pas. Ouais. J'avais qu'une BO. Est-ce que StarCraft 1, dans le fond, c'était le premier jeu de Blizzard que t'avais touché? Parce que surtout, t'avais touché à justement Dawn of War puis Age of Empire. Est-ce que Ok. t'avais touché à d'autres jeux Blizzard comme les Warcraft ou... J'y ai joué une fois dans un cybercafé. Ok, ouais. Ouais, non, c'était le Mm. premier jeu, ouais, Mm. Ok, ok, que ouais. j'avais chez moi, quoi, installé sur mon PC. Ok, ok. De Blizzard. Donc, en termes de les autres jeux de stratégie que t'aimais, c'était surtout justement Age of Empire puis Dawn of War, c'est ça? Age of Empires, c'est le jeu avec lequel j'ai vraiment redécouvert le jeu de stratégie en Mhm. 2000. Ça devait être 2000, ouais, 2000 Ok. ou 99 par là. Avant ça, j'ai joué quand j'étais tout petit à un jeu qui s'appelait Dune ou Dune 2 sur un Oui. vieil ordi, Ouais. un Amiga. Je crois que c'était sorti en 85, un truc Ouais. vraiment vieux, tu vois. Les unités, c'était 3 pixels les uns sur les autres. Ouais, ben on en avait parlé justement dans l'épisode, je pense 3 avec Alexander. Lui aussi, il jouait à Dune. Puis je pense que son père lui avait acheté Mm. Dune 2000. Puis il trouvait que c'était vraiment. Apparemment, c'était vraiment pas bon. Là. Mais je suis sûr qu'il y avait des jeux là-dedans qui étaient vraiment super cool. Là, dans Dune. Mais ça c'est vraiment vieux. Genre, c'est encore plus vieux que StarCraft si je me trompe pas. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus vieux. Si je dis pas de bêtises, Dune 2 ou Dune 3, celui auquel je jouais sur ce vieil ordi, il est sorti en 93. Et Ouf, c'était ouais. vraiment les piliers du genre, tu vois, où tu as cette vue aérienne, où tu Mm, contrôles les unités un peu une à une. Et, il y a cette notion de construire des bâtiments, mm, gérer son économie. Et ouais, c'était une belle découverte. Et à partir de là, moi, j'étais accroché. mm, Et donc après, j'ai joué à Age of Empires quand on a acheté notre premier PC mm. chez moi. Et après ça, ouais, je suis resté avec la licence Age of Empires jusqu'en 2005, où ma tante m'a offert Dawn of War. Et c'est là que j'ai découvert le multiplayer. Mhm. Et à partir du moment où j'ai fait mes premières parties en ligne, j'ai pas démordu, j'ai fait que ça. T'avais quel âge quand t'as commencé à jouer en ligne? Pour 15 ans, ouais, 15 ans, Ok, 2005. ok, ouais. Là, justement, t'as pas mal touché à trois différents types de RTS. On a des RTS plus, on pourrait dire, dans un monde plus historique avec Age of Empire. T'as Dawn of War qui est beaucoup plus fantastique, justement, Warhammer. Puis t'as aussi la science-fiction qui est Mhm. StarCraft. Est-ce qu'il y a un univers dans les RTS que tu préfères? J'ai tendance à dire que je préfère tout ce qui est médiéval, tout ce qui est un peu ancien, avec des arcs, des épées, Ouais. des châteaux forts. Enfin, Mhm. tout ça, ça m'a toujours fasciné quand j'étais gamin. Mhm. Mais je pense que le côté futuriste de StarCraft et Warhammer, avec des armes beaucoup plus complexes, ça permet d'avoir une dynamique qui permet d'avoir des games et des stratégies ouais, où ça bouge beaucoup plus, donc Mhm. plus adapté à un univers e-sport. Ok, Par exemple, ouais, ouais. je verrais mal Ben, c'est une plus licence comme grandiose dans le Age fond. of Empires. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais en termes de pure affinité, ouais, je préférerais ouais, le mode médiéval, tout ça. D'ailleurs, j'attends Age of Empire 4. J'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes.
Ouais, j'espère aussi. Justement, on va peut-être en parler vers la fin aussi. On va continuer vers ton pseudo, dans le fond. Ton pseudo, c'est Effecto. Dans le fond, d'où vient ce pseudo-là? Puis est-ce que tu avais d'autres pseudos avant ça? J'avais pas de pseudo fixe, j'avais juste des trucs aléatoires. Hmm. Alors ça vient de Dawn of War. En fait, sur Dawn of War, il y avait un joueur qui a fait des bonnes perfs aussi sur StarCraft 2. Peut-être que tu le connais. Select, c'est un Coréen. Bah oui, 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 absolument. Ouais, ouais, c'est un Coréen, Ouais. mais il habitait en Amérique, non? Il me semble, ouais. Il Ouais. était plutôt bon sur Wings of Liberty. Après, on l'a plus vu. Ouais, absolument, ouais. Et en fait, sur Dawn of War, c'était le joueur. Genre, il était au-dessus de tout le monde. Il y a eu 2 WCG, il les a gagnés. Genre, ça l'a même pas fait transpirer, le mec. Ouh, ok. Et du coup, je le voyais des fois dans le lobby de Dawn of War. Et j'étais là, Select, il me faudrait un pseudo comme ça. Pour que les gens puissent m'identifier. Et je cherchais dans ces sonorités, tu vois, genre. Non, seulement Select et Effect. Effect, genre. Ouais. Et Ouais. bah ouais, c'est ça, ça se ressemble. Et je me suis dit, ah tiens, on va rajouter juste un O pour faire un peu plus prénom. Je sais pas. Ouais. Effect, ça faisait adjectif plus que prénom. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ouais, ça vient de là. Puis aussi, j'aimais bien le fait que Effect, ça commence par un E et deux consonnes, un peu comme mon prénom, Eddie. Ouais. Et je me suis dit, ah, si les gens qui me connaissent veulent faire un diminutif, ils pourront m'appeler Effie. Et ça ressemblerait. Oh, c'est trop vrai, ouais, parce que ça commence avec un E aussi, genre. Et le Ouais. truc, c'est que bon, il a fallu attendre la période StarCraft 2, mais ça a fonctionné. Mes coéquipiers ils m'appelaient Effie. Oh, wow. Là, j'imagine juste si Select s'appelait Selecto, genre, dans le temps. Ça serait Mais, trop drôle. oui, mais à la base, il avait plusieurs comptes en fait pour s'entraîner, Mm. parce qu'il s'entraînait sur plusieurs races. Mm. Et il avait une race par compte, et du coup, pour les déclinaisons de ses comptes, il faisait Selecta, Selecto, Selecto B, enfin, il y avait plein de Ouais, trucs. ouais. Mais parlant Du coup, je l'avais de perdu. Select, pour ceux qui savent pas, en fait, Select, c'est un joueur Terran coréen. Est-ce que c'est à cause de lui que t'as joué au Terran aussi, ou? Bah, Terran, pour moi, c'était évident. Il y a des Mhm. tanks. Ouais. Bah déjà là, tu te rapproches un peu plus des humains que t'aimes justement dans les concepts médiévaux. C'est un Mais peu... carrément. Ouais, Mm, c'est clair. Il y a sûrement de ça. mm. Cool. Puis, à part StarCraft même, à part les RTS, est-ce qu'il y avait d'autres jeux avec lesquels t'as grandi? Hmm, ouais, mais pas sur PC et Mhm. pas en ligne. Genre des Final Fantasy, j'ai toujours été un grand fan de la Mhm. licence, les Zelda, Ok, ouais, ouais, donc en fait, les RPG surtout. un univers vraiment immersif en fait. Même Dark Souls, Mhm. c'est des jeux où quand ça sort, je suis absolument omnibulé, tu sais, j'arrive pas Mhm. à m'en défaire. Mais après, sur ordinateur, j'ai quand même passé bien un an ou deux sur Counter-Strike, Mhm. Counter-Strike Source. Ok, ouais, Donc, donc tu joues aussi donc c'est surtout genre des FPS puis des RPG que tu jouais? euh, en fait, Counter-Strike, ça s'est placé pile entre la fin de Dawn of War et l'attente de la sortie de StarCraft 2. Ok, ouais, ouais, ouais. Est-ce Donc, que... il y a eu un moment où Dawn of War, il y avait plus de WCG, donc il y avait plus de joueurs, de Mhm. très bons joueurs actifs. Du coup, voilà, j'ai un peu perdu mon intérêt par rapport à ce jeu-là. Mhm. Et je me suis réfugié dans Counter-Strike en attendant StarCraft 2. Ok, ok. Puis qu'est-ce qui a fait que t'aimais beaucoup Counter-Strike? C'est une bonne question, je sais pas. Mhm. Parce que Je tu y pense as que je joué. Dans m'étais le fond, fait. c'était combien de temps la période entre la fin de Dawn of War et StarCraft 2? C'était pendant combien de temps que tu jouais à excuse-moi, à Counter-Strike? Je veux pas dire de bêtises, je pense que ça devait être de 2007 à 2009. Ok, ouais, quand même. Donc t'as passé 2 ans majoritairement sur Counter-Strike en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et si tu devais regarder le nombre d'heures que je passais à jouer à un jeu, je pense que sur 2 semaines, tu sais, sur Steam, tu avais Mhm. ça, tu avais des statistiques de temps de jeu sur 2 semaines. Ouais. Je pense que si on devait faire une moyenne, c'est sur Counter-Strike où j'ai passé la période la plus intense. Pas le plus d'heures, mais les périodes les plus intenses. Ouais. Mhm. Et tu sais pas Je pense exactement que pourquoi t'as tant aimé ça ou? j'aimais beaucoup le côté réflexe en fait. Hmm. J'étais nul en stratégie, tu sais, genre sur les matchs, je réfléchissais pas, je voulais juste chercher des têtes avec mon curseur. Hmm. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai vraiment accroché à ce jeu-là, c'est plutôt les gens que j'ai rencontrés et
les amitiés que j'ai créées T'as-tu des amis avec déjà d'autres qui jouent à joueurs. Counter-Strike ou tu les as pas mal trouvés en jouant au jeu? Ouais, Ah, excuse-moi, ça a coupé, je pense. au jeu, ouais. Ok, ouais, dans le jeu surtout. Mais en fait, maintenant que je Mhm. pense, alors c'est. En fait, c'était peut-être un bon moment où Counter-Strike est rentré parce que justement, t'étais beaucoup dans des RTS qui étaient pas nécessairement super rapides. Mais justement, Counter-Strike, il y a beaucoup de Mhm. perfectionnement. C'est très précis, puis c'est très rapide aussi, genre. Donc, Ouais, c'est ça. c'était une espèce de combinaison où t'as combiné un petit peu les réflexes et la rapidité de Counter-Strike avec ton expérience RTS. Puis, je pense, me semble que t'es rentré à StarCraft quand même bien préparé hein, à certains degrés. Non, l'approche que j'avais, c'est exactement le cheminement que je m'étais dit. Genre, Counter-Strike, c'est un jeu de précision. Si je deviens bon ou que je joue beaucoup à ce jeu-là, quand StarCraft 2 va sortir, j'aurai une bonne précision de souris et peut-être Mhm. de meilleurs réflexes. Mhm. Ça a assez bien marché parce que quand StarCraft 2 est sorti, j'étais pas, je devais tourner à 200, 250 APM, ce qui pour un noob est pas trop mal. Ouais, bah, Et, et- absolument, là. ouais, ben, j'attribue pas mal de ça à mes quelques parties sur StarCraft 1 Hmm. et à Counter-Strike, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ce serait le mélange des deux. Cool. Euh, T'avais parlé justement des, euh, des Final Fantasy et des Zelda. Ça, c'est des très longues séries, dans le fond, même justement à ce jour. T'as-tu des préférés dans ces jeux-là, genre dans la série de Zelda puis dans la série de Final Fantasy? Alors, ouais, c'est pas forcément les plus populaires, mais Zelda, j'ai absolument adoré Majora's Mask. Oh, c'est absolument. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que Majora's Mask, c'est leur préféré. Ça, c'est pas une opinion pas populaire. Je le garantis tout de suite, Ouais, là. ouais. Ah, ok. Ouais. Mais il me semble que c'est Zelda qui a fait le moins de ventes à l'époque, il me semble. Fallait acheter un petit truc pour mettre dans la Nintendo 64 pour le faire fonctionner, ça marchait pas de base. Je me rappelle de ça. Et Ouais, ben, même à ce jour, moi je pense que, ça c'est personnel, là, moi je pense que Majora's Mask c'est beaucoup, que je veux dire avec, je veux dire le mot beaucoup là, c'est beaucoup meilleur que Ocarina of Time. Moi je trouve là. ouais, moi j'ai joué aux deux, enfin j'ai fait Ocarina of Time après, en fait. Hmm. Majora's Mask c'était le premier, donc il y avait aussi la magie de la découverte Ouais. qui a joué. Mais j'ai bien ouais, préféré. Hmm. J'adorais l'univers autour des masques et les univers vraiment très distincts. Non, ouais, Bon, qu'on c'était, retrouve le euh, concept de Majora's Mask était vraiment très très fort, là. Moi je trouvais. ouais. Puis il y a une espèce d'atmosphère très sombre, presque un peu gênante. Moi, je sais que Hmm. avant de jouer, j'avais peur, tu vois, j'étais là, est-ce que je devrais? J'ai envie, mais ça me fait un peu peur quand même. Ouais, qu'est-ce qui arrive Tu si sais, la lune va te détruire pour de vrai, genre? de la lune aussi, t'es là, Ouais. je me rappelle. Et puis même un jeu comme ça, où personne ne parle, il y a que des bruits d'ambiance. C'est très Hmm. lugubre. Ouais. Est-ce que tu joues encore au jeu de Zelda qui sort aujourd'hui ou? Ah, j'ai eu la chance, ouais, là je suis dans une colocation, j'ai eu la chance d'avoir un coloc qui nous a prêté sa Switch. Hmm. Donc j'ai pu jouer une bonne quarantaine d'heures sur Breath of the Wild, Ouais. le, le, le- le Zelda sur Switch. Mhm. Ouais, bah, je trouve qu'ils n'ont pas perdu la magie et la qualité surtout de l'univers. Je Ok, trouve qu'ils ok. arrivent quand même Parce que à se renouveler avec des Ou- choses. Ouais. ouais, Breath of the Wild, c'était une nouvelle direction, là. Il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu divisées là-dessus. Mais toi, tu penses que ça a quand même gardé l'univers de Zelda, genre, euh, dans le bon L'âme de contexte? Zelda est encore là, ouais. Mm. Enfin, moi j'ai trouvé. Ne Ouais. serait-ce que parce que quand tu parles des PNJ, il n'y a pas les dialogues, tu vois, ils ont gardé ce. Il y Mhm. a quelques scènes avec des doublures, des voix, mais sinon ils ont quand même gardé cette atmosphère et le rythme de jeu, je trouve. Mhm. Là, je pense que ils ont déjà annoncé à Nintendo qu'il y avait euh, Breath of the Wild 2 qui était en développement. Mais à part justement cette Ouais. série-là en tant que telle, justement dans le futur de Zelda, dans peut-être les autres incarnations, là, est-ce que tu aimerais ça qu'ils continuent avec ce concept-là justement de open world, ou est-ce que tu voudrais qu'ils reviennent justement à la formule précédente? Ah, j'ai jamais pensé à ça, mais Hmm. moi, quand j'ai joué à Breath of the Wild, j'étais absolument impressionné par la qualité du monde qu'ils avaient créé. Mhm. Et je me suis dit, ils peuvent aller encore plus loin. Tu sais, dans Ouais. le côté un peu onirique, dans le côté un peu fantastique, Mhm. ils sont vraiment carte blanche, genre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je me suis dit,
peuvent faire des trucs vraiment barrés, tu vois. Ouais. Et je me dis, j'aimerais bien voir jusqu'où ils peuvent pousser le concept. Ouais. Et il me semble que le prochain, ça va être les mêmes mécaniques de jeu. Ouais, ça a l'air d'être à Euh, peu près le même engin aussi euh, pour le ouais, c'est jeu, ça. ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'ils ont touché à une espèce de nouveau concept avec Zelda, puis je pense que dans le futur, ils peuvent pousser ça encore plus loin qu'avant. Genre, ça pourrait. En fait, ça va Ouais, être tellement gros que. Tu sais, le truc, c'est que dans Breath of the Wild, c'était des donjons, mais c'était comme juste des mini-donjons, puis t'avais 3 gros donjons, je pense. Puis plein de mini-donjons, mais ils pourraient vraiment mélanger, tu sais, les gros donjons et dans un gros open world. Genre, ils peuvent aller pousser ouais, très très loin, je pense, ouais. Avec un univers encore plus gros ouais, carrément. que Puis, ce qu'ils ont là. je l'ai pas trouvé exceptionnel dans le sens où je sais qu'ils ont passé énormément, enfin, ils ont dû passer énormément de temps pour modéliser cet univers absolument gigantesque. Ouais. Et du coup, le bestiaire, on retrouve beaucoup les mêmes ennemis partout. Mm. Et je me dis, ouais, vu qu'ils ont déjà la base de fait, peut-être qu'ils peuvent se concentrer pour justement augmenter encore plus la quantité Ouais, je de. pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts juste à créer le monde en tant que tel, qu'après ça, il faut juste rajouter Ouais. plus de monstres et tout. Probablement, je veux dire, les items et tout ce que tu peux acquérir, tout ce que tu peux faire, genre le nombre d'items, le nombre genre juste de bouffe, comment dire, Ouais. juste de boucliers, d'armes et tout ça, c'est déjà gigantesque. Mais après ça, il faut que tu rajoutes aussi tu sais, plus de donjons, encore plus de choses comme ça. Mais il y avait tellement de travail Ouais. dans le jeu-là que ouais, il faudrait juste ajouter à ce jeu-là, puis ça va devenir fou, je pense, avec le temps. Et même la mécanique de physique, tu sais, de pouvoir jouer avec les objets, ça, je trouve ça excellent. Je trouve Ouais, que ça apporte beaucoup à une licence comme Zelda de pouvoir jouer avec des éléments comme ça. ouais, ouais. On va continuer un petit peu dans StarCraft. Donc, dans le fond, la prochaine question, c'est quand ton Golden Era personnel à StarCraft. Ça, souvent, je le divise un petit peu en deux définitions, mais c'est un petit peu à toi de voir, là. Il y en a où c'est Ouais. quand tu penses que tu as été justement le meilleur en termes de skill à StarCraft, et où c'est quand tu as eu le plus de plaisir avec le jeu. Hmm. Bon, là où j'ai été le meilleur, c'était juste avant d'arrêter, entre guillemets. J'ai pas vraiment arrêté. J'ai arrêté de m'entraîner de façon intense. Hmm. C'était en 2013. Hmm. Ouais, là, j'étais à mon meilleur niveau. Le meilleur classement que j'ai fait, c'était 46e GM. Ah, ok, ouais. Et Ouais. sur Europe. Et pas en début de saison, tu sais, genre, pas quand tout le monde arrive sur la ligue. Oh, Mhm. je suis premier. Ouais, mais il y a 10 personnes dans la ligue. Ouais, non, c'est ça. Euh, C'était en milieu de saison. Mais sinon, après, je tournais autour des. Je fluctuais entre la place 120 et 90. Donc à l'époque, il n'y avait pas le MMR, donc je sais pas à quoi Ouais, ça non, non. correspondait. Ouais, mais au moins, il y avait les rangs, puis les rangs en GM, c'était plus facile à lire que tout ce qui était en dessous, dans le fond. Parce qu'avant, non seulement il n'y avait pas de MMR, mais il n'y avait même pas de tiers de ligue. Genre, t'étais juste en diamant, Oui, c'est tout, c'est vrai. genre. Right. Ouais, c'est Euh, vrai. en 2013, justement, quand t'étais à ton pic, à ton sommet, dans le fond, est-ce que c'était encore Wings of Liberty ou c'était rendu Heart of the Swarm à ce moment-là? Il me semble que la bêta était lancée. Ouais, la bêta HOTS était lancée, Mhm. mais il y avait encore quelques compétitions qui se terminaient sur Wings of Liberty. C'était vraiment la transition entre les deux. Ouais. Ouais, c'est vrai, je me rappelle que c'était pas instantané comme transition parce que si je me trompe pas, en fait, c'est soit sorti en avril ou c'est sorti en juin. Mais tu sais, quand t'es au milieu de l'année, il y a déjà des tournois qui sont en train de se passer, comme c'est genre la GSL. Puis Ouais, les tournois qui sont déjà lancés, ben tu peux pas changer d'expansion en plein milieu du tournoi. Genre, ça marche pas comme ça. non, c'est sûr. Parce Ouais. qu'à l'époque, en fait, sur les streams des joueurs qui avaient la bêta HOTS, ils jouaient masse Warround. Et du Ouais. coup, il n'y avait que ça. Je sais juste que c'était cette période-là, donc ils l'ont enlevé peu de temps après. Mm. Voilà, ouais. Ouais, Après, je sais plus quel mois. ça, c'était des free units. Moi, j'adore les bêtas ou les annoncements des deux nouvelles expansions parce que c'est là où Ouais. ils dropent toutes les nouvelles unités, puis genre, ça t'excite, mais ça te fait peur en même temps, genre. Moi, je trouve que ça, c'est les moments les plus excitants, c'est quand tu vois des nouvelles unités. Genre, y a rien de plus, genre, excitant que ça parce que tu sais, tu peux avoir des nouvelles habilités, des nouveaux stats, là, genre Mhm. sur tes unités, mais quand t'as des nouveaux unités en tant que tel, t'es comme, oh my god, qu'est-ce que ça va faire? Ça ouvre plein de portes stratégiques. Du coup, Mm.
t'as le champ du possible qui s'ouvre et t'es là, trop bien, une tarte d'essayer. Mais en même temps, il y a ce côté, ouais, mais du coup, ça remet beaucoup de connaissances que j'ai, de compétences en cause, quoi, parce qu'il y a tout qui change. Ouais. Le jeu change. Mais c'est fou aussi parce que quand ils introduisent les unités pour la première fois, c'est toujours incroyablement OP. Genre, les Tempest faisaient du splash damage. My God. Attends, il y avait quoi d'autre? Il y avait les disrupteurs que, en fait, ils lançaient pas des boules. Les disrupteurs, ça copiait des unités, genre. Ah ouais? Ouais, tes disrupteurs pouvaient se transformer en siege tank si t'as la vision de ça sur la carte puis que si t'es assez proche, genre. Mais ils l'ont rapidement changé. Oui. My Ouais, les God. disrupteurs, on peut en parler, ils sont déjà pas mal maintenant. Ouais, non, maintenant, le truc, c'est que quand les disrupteurs pouvaient copier des unités ou se transformer dans des unités, c'est que ils coûtaient moins cher que des Colossus, puis tu pouvais les transformer en Colossus si l'autre avait des Colossus, justement. Donc, ça faisait en sorte que les autres voulaient pas faire des high-tier units. Puis ça, c'était genre pas très bien pour le jeu. Est-ce qu'à la version finale du jeu, ou est-ce que c'était pendant la bêta, juste? Je pense que c'était la bêta, genre. Il y a plein de choses qui sont pas arrivées dans le jeu. L'autre chose qui sont pas arrivées dans le jeu, mettons en exemple de Terran, c'est les Shredders, genre. Ça, c'était comme des Widow Mines. Sauf que dès qu'ils rentraient dans une zone, ils expandaient puis ça détruisait tout, genre en AoE. C'était trop ridicule. Ouais, mais j'adorais le concept et j'étais vraiment déçu quand ils l'ont enlevé. Oh man, En même temps, j'essaie de penser à toutes les unités qu'il y avait. Y avait-tu des unités que toi tu te rappelles qui étaient vraiment fous que t'aurais aimé voir, là? Attends, c'est de penser. pas vraiment. Les transitions de StarCraft comme ça, c'était des périodes où j'ai pas joué. Je regardais uniquement s'il y avait la GSL ou des tournois, je les regardais, comme les IEM le week-end ou ça. Mais non, il y a eu des périodes où j'ai pas du tout joué et du coup j'ai pas de souvenir. Ouais, est-ce que dans le fond, même quand tu jouais pas, tu suivais la scène quand même, à un certain niveau? Ouais, au moins je regardais Wikipédia. Et je regardais les arbres. Ouais. Pour savoir qui performait et tout. Ouais. Ouais. Rapidement, comme ça, c'est qu'est-ce qui a fait que justement t'as pris tes pauses ou t'as arrêté pendant des périodes à StarCraft 2? Alors ça s'est fait en un week-end. En fait, c'était la Coupe de France. Et je m'étais qualifié et j'étais dans un groupe et j'avais fait la moitié de mes matchs. Et en gros, je jouais contre Kenzie, un joueur Zerg français. Et en fait, si je gagnais le match, j'étais qualifié pour la Coupe de France de l'année d'après. Et la première game, je pense que j'ai gagné assez facilement, ou en tout cas, ouais, sans accroc. La deuxième, il me fait un cheese, je fais OK. Et la troisième, pendant toute la game, j'avais juste à prendre une fight à la fin pour terminer, pour sceller le truc, tu vois. Ouais. Et au lieu de faire un attack move, j'ai fait un move. Oh non! Move clean. Pendant 2 ou 3 secondes, mes unités elles se sont déplacées comme des comme des péons. Et j'ai tout perdu et j'ai GG. Et après ça, je me suis dit, je me mettais énormément de pression au niveau compétitif à l'époque. Et c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et j'ai été tellement déçu et je me suis dit, tout cet investissement de temps et d'énergie, il peut être annihilé par une erreur aussi bête que ça. Ouais. Alors que j'étais devant et tout. Ouais, en fait, ça arrive souvent même vraiment dans mes séries aussi où tu gagnes la première partie parce que tu t'es bien préparé et tout. À la deuxième partie, tu te fais cheeser, puis t'es comme. T'as pas réussi à le défendre, t'es comme, ok, là, il a réussi à rattraper. Puis là, t'es rentré justement dans la troisième game, c'est une macro game. Puis il y a une ou deux places où genre tu fuck up vraiment parce que c'est genre. C'est trop de pression parce que c'est à cause que t'as gagné la game 1 que tu t'es dit que je suis tellement proche. Ouais. Puis ensuite que, tu sais, il a juste ramené avec un mini cheese, là, malgré tes efforts de ta game 1. Puis là, t'es comme, ok, mais là, qu'est-ce qui se passe? On est un petit peu trop dans notre tête, puis des fois, il y a des erreurs qui arrivent comme ça. Puis, c'est ça, l'ascenseur émotionnel, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dur aussi dans les séries. Moi, je trouve les BO3, en fait, c'est I guess que c'est un petit peu logique, là, mais c'est toujours plus difficile que les BO5, parce que les BO5, t'as des chiffres de momentum, genre. Les BO7 aussi. Mais dans les BO3, c'est comme soit ça s'avance d'un bord ou ça le ramène complètement de l'autre. Il y a pas de. T'as pas le temps de te rattraper, tu sais. Si c'était un BO5, peut-être que tu l'aurais remporté cette série-là aussi, tu sais, on sait pas.
Je sais pas, mais en tout cas, j'étais très confiant et pendant mon entraînement, Kenzie, je le jouais souvent en ladder et je le battais régulièrement. Hmm. C'était vraiment une période où j'étais satisfait de mon niveau. J'étais là, ok, si je m'applique, c'est solide. Et je voulais le montrer, tu vois, je voulais au moins me qualifier pour l'année d'après. Et cette défaite, elle m'a complètement, à cause d'un truc idiot, quoi, que je fais jamais en entraînement, tu vois, je fais pas de move click, quoi. Ouais. Ouais, ça m'a complètement démotivé et j'ai arrêté de m'entraîner à partir de ce moment-là. Ouais. Est-ce que. Ben, tu sais, c'est pas une mauvaise chose parce que quand on se met tellement de pression, après ça, ça nous donne des très mauvaises réactions quand ça marche pas à la fin. Donc, je pense, Ouais, tu sais, si t'aurais continué comme ça, peut-être t'aurais continué à te décevoir, là, puis c'est pas nécessairement la bonne chose, là. Je pense qu'il y a absolument aucun mal à prendre des pauses à StarCraft, là. Ça arrive très très souvent, ouais, ça. non, c'est clair. Mais j'étais quand même assez allumé, hein, la période de Wings of Liberty. Hmm. Moi, j'étais dans ma tête, je voulais devenir pro, tu vois, Mhm. j'étais vraiment parti là, dans cette optique-là. Alors que je pense pas, avec le recul, je pense pas avoir le talent pour être pro. Je pense vraiment pas. Hmm. Je pense juste que j'étais un joueur correct qui passait beaucoup de temps sur le jeu. Mais si j'avais atteint le niveau de pro, tu vois, à faire que ça de ma vie, j'aurais été un pro médiocre qui fait jamais de performance, donc c'est pas forcément très intéressant non plus, quoi. Ben, c'est la phase que même quand t'es médiocre, il faut encore que t'aies la motivation d'aller de te sortir du médiocre puis de monter encore plus haut, puis ça c'est quand même très difficile, hein. Puis aussi justement vu que t'as Et puis, l'optique ouais, d'être un pro, puis là que tu fais un move command, tu te dis genre mais genre un pro ferait jamais un move command, même si ça arrive très souvent. Ça ouais, arrive, ça arrive, mais ça arrive de temps en temps. J'oublierai jamais, je pense qu'une game c'était Nercheo contre Scarlett. C'était sur la map Frost. Puis elle était ahead toute la game. Puis elle a fait un gros move command, je l'ai vu live. Puis elle a perdu la série, genre. Puis j'arrive pas à imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. la frappe. Ah ouais, ouais, C'était ouais. fou, ouais. Euh, ouais. Ouais, ils ont tellement de pression. Parlant justement de gros moves comme ça, on va essayer de le tourner dans une optique plus positive, mais est-ce qu'il y a une partie que tu as jouée dans ta vie que tu oublierais jamais, ou une série peut-être, sans compter justement Oui, celle où il est arrivé des choses terribles. totalement. C'était dans une LAN en France, au début de Wings of Liberty, enfin au début, genre la première année, pas de la bêta, hein, après la sortie du jeu, c'était la Spirit LAN. C'était ma troisième LAN. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais prévu de faire toutes les LAN du circuit français. À l'époque, ça s'appelait les Master Series. Et j'étais en loser bracket, j'avais perdu contre Adel Scott et je me retrouvais face à Moment. Adel Scott, oh my god, il y a tellement de noms genre qui sont old school que t'es en train de me dire en ce moment. Mon dieu. Lui, il était sacrément fort. Il a tout gagné Ouais. sur le circuit français pendant 2 ans. Et donc, je me retrouve en loser bracket contre Moment. Je sais pas si tu Absolument te- aussi. te- Ouais. Ouais. Moi, je connais tous les noms jusqu'à Wings of Liberty. Inquiète pas avec ça. Et du coup, à l'époque, il était vraiment bien coté, tu vois. Il avait beaucoup de visibilité, tout ça. Je me sentais vraiment genre le underdog, mais genre vraiment, vraiment under. Et donc, on commence le BO3. Il me gagne la première game. La deuxième, c'était sur Xel'Naga Cavern. Je lui ai fait une stratégie que j'avais préparée avec un pote, un ancien joueur de Dawn of War qui était très fort, un néerlandais qui s'appelait Servioa. Alors, il n'a jamais fait de perf, mais il était très bien classé. Et il m'avait filé cette stratégie. Et, on l'avait bien rodé tous les deux. Est-ce que tu te Du coup, rappelles je c'était gagne la quoi à peu deuxième près? Je sais juste que j'ouvrais Fast Expand avec Elion Blue Flame. Et il me semble qu'il y avait un timing après avec Tank Marine. Ouh, un Blue Flame build. Nice. Ouais, c'était l'ouverture Blue Flame et il y avait un drop dans la main. Et après, ouais, il fallait au moins tuer 8 drones et après, c'était facile. Mais à l'époque, il me semble que ça se faisait beaucoup les ouvertures Blue Flame pour garder le map control. Un peu plus, mais je dirais que c'était pas le sens. Parce que, tu sais, Blue Flame, ça a toujours été sur le Tech Lab. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a une petite période de temps où il y avait cette BO là, qui m'a permis de remporter cette deuxième game. Et la troisième, elle était. Je suis tellement frustré qu'il n'y ait pas eu de stream ou que j'ai pas pu garder le replay. Ouais. Elle était vraiment intense. C'était une partie de 30 minutes sur Metalopolis.
Oui. Et il faisait que m'attaquer au milieu avec Lynx, Benling. Et moi, j'arrêtais pas de perdre mon armée, de la refaire. Enfin, c'était vraiment close, tu vois. Ouais. Et je targetais les bannings, je splittais mes marines comme un fou, Ouais. je devais transpirer. Je faisais des drops à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça n'arrêtait pas. Et il y avait, allez, je vais dire 10, 15, 20 personnes derrière lui, autant derrière moi. Mm. Et quand la partie s'est terminée, moi, j'en revenais pas, tu sais, j'avais les paupières qui clignaient toutes seules, tu vois. Ouais. Et il y a tout le monde qui m'a sauté dessus, tous mes coéquipiers qui m'ont félicité, des mecs que je connaissais pas pour la première fois qui me disaient waouh, c'est trop bien ce que tu as fait. Et donc c'était vraiment un souvenir, mais tu sais, c'était fort comme moment. Ben oui, parce que c'est pas une game où il y a quelque chose de cheesy qui s'est passé ni rien. C'est une grosse macro game, puis genre tu t'as senti pendant la partie que tu te poussais à tes limites genre constamment. Puis à la fin, tu sais, Ouais, ça a porté fruit genre justement. Puis il y avait tout le monde, Je tu sais, t'avais pas la replay, mais les autres derrière toi ils le voyaient, tu sais. ouais. Et ouais, je pense que c'est le moment le plus flagrant où vraiment j'étais, tu sais, genre in the zone, tu vois, dans vraiment cet état de flow où il y a vraiment, t'es concentré à 100% sur une seule chose, c'est StarCraft. Ouais. Et ouais, il n'y avait pas vraiment de stress, j'étais vraiment dans la game, je donnais tout ce que j'avais. Mm. Et, ouais. Et c'était la première fois que je gagnais un mec un peu connu, quoi. Enfin, Ben ouais, je veux dire, moment, pour de vrai, c'est c'est un symbole français à StarCraft quasiment, là. Liberty était partout. Hein. Ouais. Non, ça, c'est absolument vrai, ouais. Justement, parlant d'être méga concentré à StarCraft, est-ce qu'il y a un feeling, genre, à StarCraft qui te donne envie de jouer ou genre, qui te garde toujours au jeu? Euh, moi, je trouve ça très relaxant, en fait. Ok, ouais. Même quand tu joues à fond et que tu essaies vraiment d'aller au bout de tes limites en termes de réflexe, en termes de rapidité, je trouve que quand tout ça s'aligne avec la stratégie, quand l'exécution s'aligne avec la stratégie, et qu'il y a une espèce de lucidité, de clairvoyance par rapport à ce qui se passe dans la game, alors je dis pas que ça se passe à chaque fois, hein, c'est dur à avoir comme sensation. Ouais. Souvent, on se sent un peu en retard par rapport à tout ce qu'il faudrait faire. Mais quand on arrive à être sur cette ligne et à garder l'équilibre, ouais, je trouve qu'il y a une certaine... Genre satisfaction un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ouais. tout sans rien carré, ouais. T'as fait un plan, il y a eu des mini déviations, mais t'as toujours réussi à le garder, genre. Puis à la fin, ça marche exactement comme tu l'as prévu. Puis la personne, dans le fond, la personne a perdu avant même de commencer le match, genre. Ou dis-moi si c'est un petit peu sexy, le point. Mais les bifurcations que tu as prises et les décisions que tu as prises, elles avaient du sens, tu vois, il y avait une vraie logique. Ouais. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui se déroule, qui se développe sous tes pieds, tu sais, genre. Et à la fin, tu as cette game, tu as ce replay, tu as ce truc, c'est presque une œuvre d'art, tu vois. Ouais, c'est une œuvre d'art que, ouais, t'as tout sculpté parfaitement, tout est beau à la fin. T'as pas eu de... Parce qu'il faut que l'autre aussi, derrière, il fasse sa partie du boulot, tu vois. Ouais. Sinon, il n'y a pas de... Ça fait... Mais je comprends, ouais. Tu sais, par exemple, si justement, tu fais ton Alien Drop qui est avec justement Blue Flame, tu sais exactement les 8 drones que tu as besoin. Là, tu sais exactement quoi faire à partir de là. Tu fais ton Siege Tank Push, tu prends une bonne position, tu prends des fights qui sont efficaces, tu gagnes la partie, pif, pal, voilà, c'est tout, j'ai gagné. C'était une très belle game. Genre, ouais. Bah, il est à ce niveau-là, je sais que je garde un scan, il faut que je sois très attentif à cet endroit de la map à ce moment-là. Ouais, et c'est justement quand tu as ce niveau-là de subtilité que les petites bifurcations elles prennent tout leur sens et toute leur importance et qu'on rentre vraiment dans une game de poker presque, tu vois, où il y a du bluff, où il y a de l'anticipation, il y a des prises de risque, tu dis ok, je vais double drop là parce que s'il fait des dégâts, je gagne la partie. Mais entre-temps, j'ouvre aussi pour des contre-attaques. Ouais. Ouais. Je pense au niveau de StarCraft que les gens aimeraient ça atteindre un jour, c'est justement d'arriver là, puis de comprendre le jeu tellement bien et le flow du jeu, que tout se passe devant toi sans que tu y penses vraiment, genre. Que tout se passe sans que tu y penses, mais tout fait du sens en même temps. Tout est réfléchi sans avoir trop besoin d'y réfléchir parce que tu comprends ce qui se passe. Ça, c'est une sensibilité qui se crée en fait. Ouais. Et après, t'as plus besoin d'être genre consciemment en train de réfléchir à ce qui se passe.
ça se déroule tout seul. Tu as cette sensibilité qui te permet de t'adapter. Je pense que les pros, ils s'amusent bien à ce niveau-là. Moi j'en suis pas là, tu vois, mais j'ai pu goûter un peu à ça et c'est ce plaisir-là que je recherche Est-ce avec que, StarCraft. ouais, c'est quoi ton souvenir préféré à StarCraft? Peut-être mis à part justement le fait qu'il y avait 20 personnes qui t'ont sauté dessus quand t'as battu le moment, genre. Ah ouais, alors ça, c'était la game la plus marquante de StarCraft, mais le moment le plus fort pour moi, c'était quand j'ai gagné la Azerty Party en Hmm, France. Donc, c'était une LAN qui était pas loin de chez moi, dans une ville qui s'appelle Pau. hmm. Et il y avait quelques bons joueurs français, mais il n'y avait pas la crème des crèmes, tu vois. Il n'y avait pas Stefano, il n'y avait pas Del Scott, il y avait pas euh, Del Scott, Il y avait qui Stefano, dans le temps, attends? Pardon? Sarens, il y avait Ça rend, ouais. le Terran. Ah, j'étais un gros fan de Sarens. Hmm. Il n'y avait pas Tuzer. Alors ça, c'est vieux, hein. Ça, Ouais, c'était il y ouais. a très longtemps. Il n'y avait pas Ores. Ça, c'était un bon pote à moi, Ores. Hmm. Et, mais bon, il y avait quand même quelques petits joueurs. Genre, il y avait l'ancien champion de Warcraft 3, Wolf. Il y avait Kleenex, Hmm. Millennium. Et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour arriver en finale, que j'ai gagné 2-1. Parce que j'avais déjà un point, donc 3-1. Parce que je venais du winner bracket. Ouais. C'était vraiment un souvenir super d'être sur scène, parce qu'il y avait quand même une belle organisation. On était sur scène avec l'écran, les commentateurs, Ah ouais, ok, le ok, ouais, public. bah ça c'est le rêve, là, pour de vrai. Surtout dans... J'aimerais bien dire qu'il y avait 200 personnes, mais j'en suis pas sûr. Peut-être qu'il y en avait 100. Tu sais, c'est Hmm. abstrait quand t'as la foule devant toi. Bon, Hmm. peut être 50 ou 300, tu sais pas trop. Ouais, non, c'est ça, ouais. Tu y penses pas trop, par exemple. Et puis il y avait mon frère qui était venu me voir jouer, parce qu'en fait, le matin même, quand je me suis qualifié pour la finale, vu que c'était pas très loin de chez moi, c'était à 1 heure de voiture, j'ai envoyé des messages à tout le monde, à ma famille, à ma copine de l'époque et à mon frère. Ouais, venez me voir jouer, je vais être sur scène et Hmm. il y aura des commentateurs et tout, ça va être trop classe. Et tout Ouais. le monde m'a dit non, désolé, on peut pas. Quoi? Qui ne connaît rien du tout à l'e-sport, au gaming, à StarCraft. Hmm. Il est venu, il m'a dit ok, j'ai passé toute la finale à regarder juste le supply là, pour comprendre si t'étais devant ou pas. Ouais. Et il a trouvé ça, c'était vraiment un chouette moment. Ouais. Cool. Ouais, ouais, même dans les LAN, dans le LAN ETS, dans le temps qu'il y avait des tournois de StarCraft, vraiment dans les débuts du LAN ETS, qui est la semaine prochaine en passant, justement, il y avait justement des commentateurs, il y avait une scène, tu sais, avec un stage, un écran aussi. Puis c'est vraiment très similaire dans le temps aussi. Donc, ça, c'est surtout dans le Wings of Liberty, justement. Peut-être début Heart of the Storm aussi. Mais je me rappelle que Ouais. juste à des LAN, juste, tu sais, StarCraft 2 dans le temps, c'était tellement un gros e-sport, tu sais, t'avais pas encore les Overwatch, t'avais pas encore les autres gros jeux. T'avais League of Legends, bien sûr, mais étant donné que c'était un des seuls et des gros e-sports, il y avait même à des LAN juste normal, t'avais des tournois de StarCraft, t'avais des stages pour StarCraft, t'avais tellement de production et d'efforts qu'il y avait dans StarCraft que c'était vraiment un des meilleurs moments, justement. Euh, StarCraft, c'est vraiment la licence qui a lancé l'e-sport. Que ce soit en Corée, quand ça a vraiment mhm. créé la discipline, ou que ce soit StarCraft 2 quand c'est sorti et que ça a redonné une espèce de. Je sais pas, c'était comme un tremplin StarCraft 2. Hop, l'e-sport, boum, StarCraft 2, ça Non, ouais, devient absolument. énorme. Après, il y a des jeux qui ont pris plus d'inertie que StarCraft, comme League of Legends. Et en 1 ou 2 ans, c'est devenu plus gros, mais à la base, ouais, c'est clair que StarCraft 2, c'est ce qui a lancé Ouais. le chapitre 2 de l'e-sport, quoi. Ouais, Et ben c'est d'ailleurs pour c'était le ça que jeu de stratégie le plus compétitif aussi, puis c'est justement c'était tellement compétitif que ça a créé des grosses compétitions, ce qui a créé d'autres compétitions pour d'autres jeux. Tu sais, dans le temps, on n'aurait jamais pensé que Rocket League, genre un jeu de foot avec des voitures, genre ça deviendrait un e-sport là. Mais à ouais, cause qu'il y a tellement de compétitions, puis maintenant il y a une scène que des jeux comme ça peuvent devenir des disciplines aussi, tu sais. ouais, c'est clair. Ouais, sinon on va pas mal terminer là-dessus, mais c'est quoi ta vision pour StarCraft ou les RTS dans le futur? Tu penses que ça s'en va vers où en ce moment? Bah, je suis surpris que sur les 10 dernières années, on n'a pas eu de grosses licences. Il n'y a eu que StarCraft 2 pour moi. Hmm. Et bah, je me demande où ça va en fait pour le futur. Est-ce que c'est juste que le genre a épuisé tout ce qu'il avait à donner et qu'on ne sait pas Hmm. comment renouveler ça? Hmm. Ou est-ce qu'au contraire, bah, je sais pas, il va y avoir des petites révolutions? Non, je sais pas. Je Mhm. sais vraiment pas. Est-ce que toi, il y a des choses Après, que ta tu question. aimerais voir personnellement en fait?
Ta question, c'était sur la RTS ou StarCraft 2, j'ai oublié. Ça peut être les deux, dans le fond. Parce que dans le fond, StarCraft 2, c'est les RTS en ce moment. Il n'y a pas d'autres RTS, mais... donc, c'est tout autour de ça. StarCraft 2, je suis assez optimiste. Tu vois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais quand tu regardes Dota ou League of Legends, la popularité de StarCraft, c'est vraiment rien du tout. » Je suis d'accord, tu vois, mais dans les sports traditionnels, c'est ça aussi. Je veux dire, moi, je fais du badminton, ça a beaucoup moins de popularité que le tennis, en tout cas au niveau de l'audimat, tout ça. Ouais. Ça veut pas dire que le badminton va s'arrêter. Bon, ben voilà, c'est comme le foot et le handball. Bon, ben, disons que League of Legends, c'est le foot. En termes de popularité, mais StarCraft 2, c'est le handball. Ça veut pas dire qu'on va arrêter de faire du handball. Ouais, quand tu regardes la BlizzCon ou des tournois comme ça, tu sais, à des tournois normal, il y a quand même 11 000, 12 000 personnes. Pour les plus je dis plus petits tournois, mais par exemple, Homestory Cup, puis là, genre, t'as par exemple le BlizzCon. Malgré que cette année, c'était celle la moins populaire, je pense que c'était comme probablement quelque part entre 40 000 et 80 000. Mais veux pas, genre, les en moyenne 60 000 personnes qui ont regardé la BlizzCon, ils vont pas s'évaporer, genre, comme ça, là, tu sais. Il y a quand même, c'est ça. Ouais, il y a quand même un fanbase en quelque part. Davantage, il y a beaucoup de qualité en fait quand tu regardes la communauté StarCraft. Déjà, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, peut-être plus. Ils ont plus de pouvoir d'achat que. Ça, c'est des termes qui plaisent aux développeurs. Tu vois. On a plus de pouvoir d'achat que, par exemple, une audience de Fortnite, c'est que des. Enfin, je sais pas, hein, mais que des joueurs de 14 ou 12 ans, j'en sais rien. Ouais, non, mais c'est vrai. Fortnite, la face que c'est une très grosse démographie, mais c'est un jeu d'entrée surtout. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont très très jeunes qui sont là-dedans aussi. Le seul de son genre, tu vois, le seul jeu e-sport de stratégie. Il y a beaucoup de choses qui vont dans la faveur de StarCraft 2, je trouve. Et je pense que ça va rester plus longtemps que les 3 ans annoncés par l'ESL Pro Tour. Ouais. Ah, ok, ouais, quand même. Bon, ben, c'est définitivement une vue plus optimiste que plusieurs d'entre nous. C'est très bien à entendre. Je pense que la communauté est très très passionnée par rapport. Tu vois, genre, c'est une petite communauté, mais elle est très soudée. Et je pense que, en comparaison aux autres communautés e-sport, je trouve qu'il y a une belle maturité. Moi, je trouve. Ouais. Et je pense que les gens estiment beaucoup la communauté StarCraft et le jeu en lui-même. Même si on peut critiquer la balance du jeu ou certaines organisations, je sais pas, on peut toujours entendre ces trucs. Mais je pense que la fondation pour qu'un truc soit périn, ben, je pense qu'elle est là. C'est drôle aussi parce que je pense que même en Corée, peut-être pas en Corée, mais je suis pas trop sûr où c'était, mais il me semble que les gens ils pensaient que StarCraft 1 Brood War allait mourir en 2004, genre. On est en 2020 en ce moment. Ouais. Puis c'est encore là, tu sais. Ouais. À un certain niveau. Sur Africa TV, t'es là, waouh. Ouais. Donc, ouais, c'est une chose de dire que, tu sais, StarCraft 2 va mourir de quoi de même, mais en tant que toi, personnellement, tu continues de le suivre ou que tu continues d'aller au event, c'est tout ce qui compte, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça reste. C'est pas le fait de dire des mots là que ça va. On a le droit de jouer à un jeu qui est moins populaire que certains, ça veut pas dire que c'est un jeu mort, quoi. Pas du tout, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que toi, personnellement, t'aimerais voir dans le futur de StarCraft? Qu'est-ce que toi, t'aimerais voir personnellement? Bon, alors, moi, idéalement, j'aimerais moins d'unités, en fait. Moins d'unités, ok, ouais. Parce que la méta du jeu, en fait, elle est trop riche. Ce qui donne beaucoup trop d'importance à tout ce qui est probabilité et chance, en fait, le facteur chance. Ok, ouais. Et ouais, j'aimerais que les développeurs, tu vois, ils arrêtent de toucher StarCraft 2, tu vois, genre pendant... Parce que, d'accord, il y a des imbalances, il y a des statistiques, ouais, mais il faut qu'il y ait 50-50 de win rate. Ok, mais il faut aussi laisser le temps au jeu, tu vois, aux joueurs de vraiment comprendre toutes les subtilités. Et ça prend du temps. Sur Wings of Liberty, à la fin, on commençait à toucher un peu à ce niveau il y a une méta vraiment qui se met en place. Et je trouve que là, il y a trop de... Ça bouge trop, ils font trop de patchs, trop de cartes. Ça aussi, c'est un truc, j'aimerais moins de cartes. J'aimerais que les cartes restent plus longtemps. Bon, bien sûr, il faut que ce soit pas de cartes. Ouais, je vois. Ça serait un petit peu comme les échecs, dans le sens que les unités sont beaucoup plus fixes. Puis justement, plus ils sont fixes, plus ça va être un niveau de... Ça va plus rester sur un niveau de skill pour outplay les opponents. Ça va être moins sur tu sais, combien de tech est-ce que tu es capable de contrôler ou de faire en même temps, genre pour différentes situations.
C'est ça. Mais ouais, c'est effectivement deux perspectives parce que quand t'as beaucoup d'unités, t'as beaucoup de flexibilité. Donc ça, tu sais, ça teste tes skills un petit peu de ce que tu peux t'adapter à genre 3000 différentes situations, genre de n'importe quel moment, ou t'as seulement quelques unités, mais tu joues vraiment sur juste le skill pur, genre du positionnement, de la stratégie et tout. Ouais. Et il y a aussi une frustration qui est très personnelle, c'est le fait que, en fait, vu que la méta elle change tout le temps, si moi je fais une pause de StarCraft 2 pendant 3-4 mois, je reviens, je suis complètement aux fraises. Ouais. Toutes les notes que j'ai prises sur Google, sur mon Google Drive, bah, je peux les jeter parce qu'elles sont plus du tout pertinentes. Ok, ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais que la méta du jeu elle ralentisse un peu, tu sais. Ouais. Qu'on nous donne du temps, qu'on nous Ouais, donne c'est vrai le que ça temps continue à bouger, mais pour de vrai, l'un des gros facteurs que la méta change, puis les gens ils le voient pas, ok, mais c'est les maps. À chaque fois que tu changes des maps, la méta change beaucoup plus que tu le penses, genre, justement. Donc c'est soit tu arrêtes de patcher, ou tu gardes des maps plus fixes. Peut-être tu peux même agrandir le pool, mais le garder fixe, tu sais. Ouais. Je ferais pour un truc comme ça, ouais. Ouais. Moi, je suis pas trop sûr pour les maps parce que moi, j'ai besoin de rafraîchissement de map. Moi je serais du bord que moi, je changerais les maps, mais je changerais moins les unités. Si tu veux, on peut mettre les skins sur les maps. C'est la même chose. Oh, ce serait trop cool, ouais. Tu prends une match, tu prends genre, tu sais, Nightshade ou de quoi de même. Puis après ça, tu mets un skin genre de jungle ou de quoi. Genre, oh, ça serait trop cool en fait, ouais. 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 Oh, j'aimerais trop ça en fait. Oh, t'as trop raison. Oh, Là, ça ils serait ont fait trop ça cool. Je pense qu'ils ont fait ça sur Dota 2. Ils peuvent changer les skins des maps. Oh, j'adore. Ouais. Ouais, ce serait cool. Mais ouais, moi, c'est juste visuellement, j'ai besoin d'un peu de changement, là. Mais peut-être, mais pas nécessairement sur comment la map est faite, mais surtout genre sur le visuel et tout. Mais non, en fait, c'est une trop bonne idée, en fait. Ouais. J'adore ça. Ouais, cool. Je pense qu'on va pas mal finir sur cette note-là. Merci énormément d'être passé sur le podcast. J'espère te voir à la prochaine QSL si t'es encore là. Ah ouais, je serai là. Ouais. Est-ce que tu dans le fond, parce qu'avant, justement, t'avais dit que t'étais en France avant, c'est ça? Ouais, je suis arrivé à Montréal il y a un an, un peu plus d'un an. Ah, ok, il y a un an, c'est quand même récent. Tu travailles ici ou tu vas à l'école ou? Je travaille, ouais, je suis freelance. Ah, ok, Grave. cool. Ah, ok, super. Donc, tu vas être encore ici pour un bon moment. Ouais, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer de faire le maudit français et de rester. Excellent, c'est bon. Bon, ben, je vais essayer de m'entraîner mon TET pour la prochaine QSL. Puis on verra comment ça se passe. Fais gaffe parce que moi aussi. Ouh, ok. Alright, nice. Ouais, merci beaucoup, Effecto. À la prochaine. Salut, ciao.